Donc nous sommes ensemble cet après-midi pendant une bonne heure et quart pour parler tous ensemble, puisqu'il y aura une séance de questions-réponses à l'issue de cette table ronde, qui n'est pas ronde, tout autour du son immersif, des nouvelles technologies et des nouveaux modes, des nouvelles écritures. On va pouvoir faire des tests de micro, puisque je vais vous demander de vous présenter. Messieurs, dames, on va commencer dans l'ordre, exactement. On testera les micros, si vous voulez bien. Tac. Est-ce qu'ils sont allumés? J'ai mis. C'est bon. Paf. Alors, à qui avons-nous l'honneur? Fanny Bohéan, Fanny. responsable de la production des podcasts à France Inter. Élise Schubert, médiatrice scientifique au Palais de la Découverte, en physique. Merci Élise. Oui. Ça envoie, c'est classe. Alors, Frédéric Changenay, ingénieur du son et responsable innovation à Radio France. Bonjour, moi je suis Camille Renard, je suis responsable des projets numériques et des podcasts à France Culture, à Radio France. Merci Camille. Hervé Desjardins. Je peux avoir un peu d'écho, j'aime bien parler de l'écho. Non. Plus sérieusement, tout comme Fred en fait, ingénieur du son à Radio France et responsable de projet innovation à la maison de radio. Merci beaucoup pour ces présentations. Alors, pour se lancer un peu sur le son immersif et les nouvelles technologies, j'aimerais bien, si ça vous va, qu'on regarde pourquoi on parle de nouveautés. Qu'est-ce qui change ces derniers temps? Qu'est-ce qui a changé? Peut-être Frédéric, si tu veux bien initier, commencer, juste nous mettre sur une piste au départ. De quoi part-on et pourquoi aujourd'hui parle-t-on de nouvelles technologies? Alors en fait, les modalités de diffusion du son jusqu'à aujourd'hui, c'est ce qui a cours depuis 70 ans, c'est la stéréophonie. La stéréophonie, donc, c'est un mode de production et de diffusion du son sur deux canaux reliés à deux haut-parleurs de gauche, haut-parleurs de droite, qui sont censés être au centre d'un triangle équilatéral avec l'auditeur, qui est au centre, sur un sommet de ce triangle. Et donc, si on travaille bien sa stéréophonie, un monde sonore se déploie entre les deux haut-parleurs, avec ce qu'on appelle des images fantômes. On peut entendre des sons qui sont entre les deux haut-parleurs. On ne les entend pas sortir des haut-parleurs, mais vraiment entre les deux. Et par contre, dans la vraie vie, on entend du son tout autour de nous. Là, vous entendez du son qui vient du haut, du bas, devant, derrière, à gauche, à droite. La stéréophonie ne permet pas d'entendre toutes ces dimensions du sonore. Elle permet d'entendre l'ensemble de ce monde sonore dans cette part de camembert située entre l'enceinte de gauche et l'enceinte de droite. Donc c'est une représentation stylisée du monde sonore, une représentation codifiée. Si on veut faire une petite analogie avec la photo, la photo en noir et blanc, elle n'est pas réaliste. Il manque certaines dimensions. La stéréophonie, c'est pareil. Il manque certaines dimensions pour retransmettre la nature. Est-ce qu'en soi, c'est un problème? Non, ce n'est pas du tout un problème. Ça peut exister comme ça. La photo en noir et blanc, c'est très bien. C'est un mode d'expression artistique. La stéréophonie est un mode d'expression artistique aussi. Aujourd'hui arrivent des technologies, on dit les technologies du son immersif parce qu'elles sont multiples, il y en a plein qui s'adaptent à plein de conditions d'écoute. Mais qu'est-ce qui les réunit toutes? C'est l'ambition de retranscrire l'ensemble du monde sonore comme on le perçoit. Voilà, donc avec toutes les dimensions, haut, bas, etc. La stéréo est quelque chose d'artificiel? Et c'est quelque chose de codifié en tout cas. Voilà. C'est-à-dire que si on met une ambiance de grillons la nuit, ça signifie des grillons partout autour de nous. La nuit, on est au milieu d'un champ. Si on l'écoute en stéréophonie, on va comprendre ce code-là. Alors que les grillons viennent que de devant nous. En son immersif, ils viendront de partout autour de nous. Donc en son immersif, on a une représentation qui sera plus naturelle, au sens où c'est plus naturel par rapport à notre perception. Ça va faire réagir Élise. Élise s'est jetée sur le micro, elle a un truc à dire hyper important. Non, parce qu'en fait, le triangle dont vous parlez là sur la stéréophonie, où on a deux haut-parleurs et nos oreilles qui sont dans un triangle, c'est pour représenter ce qui se passe en fait en théorie quand on entend un son, parce que
quand on a un point sonore, par exemple un grillon posé sur la table qui fait un son, il y a aussi un triangle entre le grillon sur notre table, notre oreille gauche et notre oreille droite. Et du coup, comme pour la photo, ça prend un instantané avec une vision 2D d'une image en 3 dimensions, le son stéréo, c'est une sorte de 2D du son, parce qu'on prend, si on se met pile à cet endroit-là, dans ce triangle équilatéral, on arrive à avoir un petit rendu 3D, un peu comme sur une photo où on arrive à voir que l'arbre est plus loin que la personne sur le portrait, mais on n'arrive pas à voir à quelle distance sont les deux objets ou si la personne est en train d'avancer vers nous. Et c'est ça, sauf erreur, ce qui va être nouveau dans les sons immersifs par rapport à ce qui se passe avec la stéréo. Ce qui va être nouveau, alors la stéréo, elle nous permet d'avoir une vraie perspective dans la profondeur. Ça, elle nous le donne. Par contre, là, vous donnez l'exemple d'un truc qui est face à nous, donc la stéréo est capable de le retranscrire, mais si le grillon en question il est à 90 degrés, la stéréo, elle va le ramener devant. Et si le grillon il est derrière, elle va le ramener devant. Et ça, c'est un code, et les auditeurs le comprennent. C'est un code qui est partagé. Voilà. Et en son immersif, si je prends un système de micro, je capte et je retranscris ça sur un système stéréo, tout l'espace sonore autour va être concaténé dans les 60 degrés entre les deux enceintes. Et si j'ai un système de son immersif, a priori, l'ensemble de l'espace sonore sera restitué tel qu'il était à la captation. Est-ce qu'il va être bien restitué ? Ça va dépendre en fait des systèmes utilisés, bien entendu. Hein. Et évidemment, ce qui est très important, c'est que la stéréo, c'est pas moins bien que le son immersif. C'est une autre représentation. Et Fanny et Camille, vous qui produisez des contenus, est-ce que déjà vous aviez... est-ce que le code était quelque chose que vous avez appris ou vous considérez que c'est quelque chose qui a toujours été dans votre environnement, donc en fait que vous appliquez un peu par paradigme, par habitude? Première question. Et deuxième question qui va nous emmener vers le son immersif. Est-ce que c'est la conscience de ce code et qu'il fallait l'ouvrir qui vous a amené à penser à faire des choses en immersif? Est-ce que vous voulez sortir de ce code? Un peu, c'est le sens de ma question. Moi, je vais donner un exemple. On produit un podcast qui s'appelle In Extremis. C'est de la narration, on a un récit et on se dit à chaque fois qu'on veut reconstituer, donc c'est des histoires de survie, des histoires réelles de gens qui ont survécu à un crash d'avion, des choses sympathiques. Voilà. Et on se dit qu'il faut reconstituer l'environnement sonore pour que le récit qu'on en fait soit intéressant, qu'il y ait un enjeu narratif à le raconter pendant 45 minutes. Là, le producteur, auteur du podcast se dit j'ai une histoire qui est super. C'est l'histoire d'une jeune femme qui subit un crash d'avion, se retrouve dans la jungle péruvienne et puis pendant 10 jours se retrouve perdue dans la jungle. Sauf qu'on n'a qu'un récit d'elle a posteriori. Comment je vais écrire ça en 45 minutes pour qu'il n'y ait que moi qui parle et ses souvenirs, comment je vais tenir ça pendant 45 minutes, sachant qu'habituellement il y a une série de témoignages, il y a plusieurs témoignages, là il n'y en a qu'un. Et du coup, habituellement on se dit qu'on reconstitue l'environnement sonore un peu à droite, un peu à gauche, on fait vivre un peu les voix dans un espace, mais effectivement qui reste un code, qui n'est pas très large. Et là on s'est dit, en fait ça rend possible l'écriture de ce récit, parce qu'on va pouvoir faire vivre la jungle péruvienne, on va pouvoir être à la fois dans la tête de cette jeune fille de 17 ans, on va pouvoir faire vivre cette voix au milieu de cette jungle avec des singes à droite, à gauche, en bas. On va pouvoir faire vivre ses souvenirs quelque part dans cet espace-là. Enfin, on va pouvoir développer le récit comme on ne l'aurait pas pu le faire avant. Voilà, c'est un exemple. Donc l'imaginer en stéréo aurait été une forme de frustration? En fait, on l'aurait peut-être pas fait. On se serait dit qu'il n'y avait pas assez d'éléments d'un point de vue sonore pour tenir 45 minutes. Voilà. Ok. Comment rebondir? Ouais, non mais je cherchais une façon intelligente de rebondir, effectivement, j'ai pas trouvé. Mais en fait, ce qui m'intéresse, moi, c'est-à-dire que je pense que j'ai jamais posé les questions dans ces termes-là. C'est que pour moi, le son immersif, il intervient parce qu'on développe de l'audio numérique. Et donc, de l'audio numérique, c'est-à-dire du podcast, en fait. Et qu'on peut l'écouter
au casque de façon individuelle ou à travers ses écouteurs, et que c'est une façon très très grand public d'avoir accès à une histoire au plus proche de tel qu'on pourrait l'entendre dans la réalité, en fait, ce que nous permet le son immersif. Donc voilà, moi je lis beaucoup l'évolution de nos pratiques et de nos productions vers l'immersif au développement de cet usage-là du grand public de l'écoute podcast. Donc c'est un premier élément, je ne sais pas si ça répond vraiment à ce que... Ça répond, Okay. De mon point de vue, ça répond. Et après, la deuxième partie de la question qui était de savoir à quel moment on décide de produire une histoire en immersif ou en stéréo. Il y a énormément de paramètres, en fait, je pense, dans la réalité qui entrent en jeu, des questions humaines, des questions de production, et puis des questions de narration. Et on essaye évidemment le plus possible de se poser des questions éditoriales qui déterminent des choix de production ensuite. Et là, moi, je dirais que... Mais je pense que tu as plus de profondeur historique de cette histoire récente, Frédéric, ou même toi, Hervé. Je vous donne la parole juste après. Mais moi, dans mon expérience, en tout cas, c'est... Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'on dépasse le moment où la spatialisation concernait le décor et la restitution d'une écoute proche de la réalité. Mais que la spatialisation et des voix notamment, et on pourra peut-être parler d'un projet qu'on a mené ensemble cette année avec des étudiants, c'est que la spatialisation des voix fasse avancer l'histoire, que ça soit un vrai ressort narratif. Mais est-ce que comme Fanny, Camille, aujourd'hui, ça pourrait t'amener à... Si le son immersif n'avait pas ces technologies, si ça n'était pas accessible, est-ce que ça pourrait t'amener à repousser un projet ou à ne pas le faire ? Ou est-ce que tu te dis, ah bah non, si je ne le fais pas en immersif, je le ferai en stéréo, entre guillemets, c'est pas grave? On n'a jamais été confronté à cette question-là. Ça n'a pas été un blocage aujourd'hui? Okay. Non. Et jusque-là, non. On n'a pas encore des projets suffisamment conçus pour une écoute spatialisée pour qu'on se pose ce genre de questions. On n'en est vraiment pas là pour moi. C'est intéressant ce que tu dis là, justement, parce que ce que tu dis avant était aussi très intéressant, mais ça me permet de rebondir par rapport à Hervé qui travaille beaucoup avec des musiciens et dont l'écriture, grâce au domaine immersif, je pense notamment à ce que tu as pu faire avec Jean-Michel Jarre, leur permet d'explorer justement un univers qu'ils n'auraient pas exploré en stéréo. En quoi, et après on fera un petit focus sur de quoi on parle en son immersif, parce que je pense que c'est bien que tout le monde parle, qu'on englobe tout ce qu'il y a dans le son immersif, notamment les notions de binaural, de Dolby Atmos ou de 7.1.4, pour qu'on voit un peu avantages, inconvénients aussi par rapport à la stéréo. Donc le travail avec les artistes aujourd'hui est en croissance par rapport à la demande sur l'immersif, parce qu'il y a des plateformes qui le demandent, qui l'attendent, notamment la plateforme Apple. En quoi, Hervé, tu as pu constater que, si c'est la bonne question, pour les artistes, c'était une vraie ouverture et ça leur permettait de faire des choses qu'ils n'auraient pas fait en stéréo. En clair, des projets qui n'auraient pas eu le même aspect, la même finalité s'ils l'avaient fait en stéréo plutôt qu'en immersif. Après, ça rejoint, je pense que le terme d'immersion, il est très très important. Enfin, c'est lui qui définit tout. Et l'immersion, elle s'appuie dans le domaine des médias sur deux formes. La première, qui est la plus importante, qui restera l'invariant, qui est l'immersion narrative. Si je raconte une belle histoire, c'est comme ça qu'on endort les enfants et c'est pas anodin. Parce que d'un seul coup, on échappe au réel, en fait, à sa condition physique, à son état physique, et notre mental se projette. Et là, on vit une histoire. Donc, c'est le fonds de commerce des médias depuis que le monde est monde, depuis les premiers compteurs dans les villages. Mais c'est vraiment très très important, et je cite souvent, quand on forme les ingénieurs du son, je leur cite souvent cette phrase de Georges Gabek qui pour moi est essentielle pour faire un bon film. Une bonne histoire et une bonne histoire. Bon. Si on a une bonne histoire, après, qu'est-ce qu'on peut en faire? On peut y ajouter l'immersion perceptive. Et là, aujourd'hui, on vit une époque formidable grâce à l'ordinateur, à la capacité qu'on a avec les calculs, puisqu'on peut créer des mondes totalement virtuels et nous immerger dans ces mondes. Et les grandes firmes américaines s'y ont pas trompé, parce qu'elles mettent beaucoup d'argent aujourd'hui sur ces sujets. Et nous concernant, le fait de rajouter cette immersion perceptive plonge encore plus notre auditeur dans l'histoire, en fait. Et effectivement, tu as raison de citer, parce que pour nous, c'est un vrai sujet. L'écoute au casque s'est énormément développée ces 15-20 dernières années. Moi, tous les matins, je prends le RER et
Tout le monde a quasiment son casque aujourd'hui. C'est vrai. Et d'ailleurs, sur les étapes de mixage, moi, sur les étapes finales de mixage, le mixage, je le valide sur une écoute au casque qui correspond à un modèle de casque qu'on voit très très régulièrement dans les transports publics. Plutôt blanc et qui se met dans les oreilles. Oui, entre autres. Et donc pour répondre à ta question, les musiciens, ce que ça leur apporte, eh bien, justement, de encore un peu plus s'immerger dans la musique, d'aller chercher encore plus de biais émotionnels par l'espace, par le mouvement des sons dans l'espace, sachant que tout ça, c'est écrit sur une longue histoire, parce que toi qui es italien, tu le sais, dès la période de la Renaissance, il y a les Gabrieli, Monteverdi qui travaillent sur ces sujets de la spatialisation et de l'écriture dans l'espace, avec toutes les problématiques physiques, c'est-à-dire que le son malheureusement se traîne à 340 mètres secondes. Il faut qu'on fasse avec. Et donc sur le plan émotionnel, c'est quelque chose de très, très, très intéressant parce qu'on peut fusionner les sons en un point, les séparer, et donc on va pouvoir accompagner des mouvements musicaux au sens du mouvement musical, une accélération, une montée d'énergie, une montée en gamme, enfin bref. Parce qu'on a parlé beaucoup de captation et de reproduction. Effectivement, tu mets le doigt sur quelque chose d'intéressant. C'est le son en live, en direct. Effectivement, dans des temps plus lointains qu'il y a 70 ans, le positionnement des musiciens et le positionnement des spectateurs avait apporté une grande influence pour l'auditeur sur ce qu'il ressentait, sur ce qu'il vivait, et de même pour les musiciens. Oui. Est-ce que c'est ça qui est recherché un peu en partie par les compositeurs ou artistes aujourd'hui ? C'est un changement de point de vue dans l'écoute de la musique. Et c'est des sujets qui ont été traités. Quand Berlioz fait son traité d'orchestration, c'est là-dessus qu'il travaille. Mais lui, il travaille sur l'écoute frontale, puisque c'est le sujet. C'est comme ça qu'on écoute la musique à cette époque. Et là, aujourd'hui, ce que recherchent les musiciens, c'est de nouvelles expériences. C'est renforcer les émotions, développer de nouvelles expériences pour celui qui écoute la musique. Et Jean-Michel Jarre est très intéressant parce qu'il a quand même une longue histoire. C'est un monsieur qui a un certain âge aujourd'hui. Il a débuté dans notre maison à l'époque de Pierre Schaeffer dans les années 60, où on avait affaire à des pionniers. Pierre Boulez est un pionnier, Pierre Schaeffer est un pionnier, Stockhausen sont des pionniers dans ce domaine, parce qu'eux annoncent ce que nous vivons aujourd'hui, mais eux n'ont pas l'ordinateur. Ils ont des outils très très rudimentaires pour le faire. Et des gens comme Jean-Michel Jarre sont des gens qui sont restés frustrés quasiment jusqu'à la fin de leur carrière, et de nous rencontrer à un moment où, ça y est, les outils commencent à permettre une écriture avec une grande liberté pour jouer avec l'espace et aller chercher les émotions. Donc là, ils sont très très gourmands. Et effectivement, on s'est aperçu au travers de ces expériences qu'on renforçait réellement l'émotion et le rapport à la musique était complètement en train de changer, parce que physiquement, on peut positionner un auditeur soit avec un casque, soit avec des haut-parleurs, au sein d'un univers sonore et musical animé. Et selon des codes de la musique, qui sont les codes que l'on connaît tous. Et avant de définir tout ce qu'on peut mettre dans le paquet son immersif, est-ce que c'est une difficulté pour les musiciens aujourd'hui de faire ce passage, de franchir ce cap ? J'ai travaillé en suivant un code pendant des années, en écrivant de la musique très frontale, très stéréo, et là on m'ouvre un champ des possibles différent, qu'on va décrire après d'ailleurs, pour que tout le monde voit que ce n'est pas forcément l'immersif qu'on a tous chez soi. Mais est-ce que c'est quelque chose de difficile ? Est-ce que tout de suite c'est quelque chose de naturel ? Après, ça va dépendre du musicien, de sa curiosité, de sa gourmandise et de son appétence pour la chose. Je veux dire, à partir du moment où il a l'envie et qu'il en a l'appétence, il va développer ses codes, comme le disait Frédéric, c'est-à-dire qu'il va trouver du sens à l'espace. Il va donner un sens qui sera le sien, en fait. Il sera très relatif. Maintenant, la seule difficulté, elle va être technique, parce qu'aujourd'hui, on est à une étape où les outils sont mûrs sur le plan technologique, il faut juste arriver à les simplifier. Là, aujourd'hui, nos partenaires, avec Frédéric, les partenaires qu'on a dans le domaine de l'immersif, le gros travail, c'est simplifier les outils de production pour que ce soit simple à utiliser, en fait. Alors, vous êtes 5, merci beaucoup, Hervé. Vous êtes 5, est-ce qu'il y a 5 types de sons immersifs ? Est-ce qu'il y en a plus ? Est-ce qu'il y en a moins ? Là, on va être un peu scientifique pour que... Donc, la stéréo. Donc, on a la mono. On a la stéréo, donc là on a fait ça pour vendre un peu plus d'enceintes, tout le monde est content. Le binaural, comment ça fonctionne le binaural ? Qu'est-ce que c'est que cette histoire de binaural ? Le binaural, ça part du principe qu'on a bi-oral, 2 oreilles, et que si on entend un son, c'est parce qu'on a 2 oreilles. Si on arrive à dire d'où vient un son, c'est parce qu'on a 2 oreilles, et donc toujours cette histoire du triangle, qu'on triangule
pour réussir à déterminer un son. La distance, vu que le son se traîne à 340 mètres par seconde, eh bien, quand on a un son qui nous arrive d'un point précis dans l'espace, il ne va pas nous arriver à la même au même moment dans chacune de nos oreilles. Alors la différence est vraiment infime, mais suffisante pour que notre cerveau soit capable d'interpréter cette toute petite différence pour déterminer d'où vient le son. Alors, le binaural, en fait, ça va être une technique où on a inventé une sorte de tête de mannequin, sauf erreur, dans laquelle on a mis des micros à la place de nos oreilles pour pouvoir voir ce qui se passe vraiment. Parce que quand on entend un son, si vous avez un son, vous avez votre grillon de tout à l'heure qui est ici ou qui est là derrière votre tête, selon qu'il soit devant ou derrière votre pavillon d'oreille, et selon la taille de votre pavillon d'oreille et son orientation, les sons qui vont passer dans votre oreille vont être filtrés de manière différente. Donc vous allez toujours entendre que c'est un grillon, mais s'il est devant ou derrière vous, certaines fréquences particulières vont être plus ou moins atténuées, et c'est vraiment une partie de ce qui va vous permettre de dire d'où vient le son. Et quand le grillon va se déplacer, vous allez entendre des fréquences en plus ou en moins, en plus du fait qu'il va y avoir cette triangulation entre vos deux oreilles. Alors, oui, et puis en plus de ça, donc ça c'est un peu comment vous fonctionnez, quoi. Et après, une fois qu'on a ça, si vous voulez représenter au micro ce qui se passe, la façon la plus simple de faire, ce qui a été inventé, c'est de créer une tête avec des oreilles modélisées qui permettent, en mettant des micros à l'intérieur de cette tête modélisée, de capter le son exactement comme nous on l'entend, avec des oreilles modélisées, avec tout l'inconvénient que, vu que c'est une oreille modélisée, c'est pas la même forme de pavillon d'oreille que chacun et chacune d'entre nous, et donc tout le monde n'entendra pas le son binaural aussi bien. Plus vous avez des oreilles extraordinaires, plus c'est compliqué d'entendre un bon son binaural, paraît-il. Moi, je suis mal barrée. Donc, si on essaye de résumer toutes ces informations avec un grillon ou un moustique, la différence de temps qu'il y a d'arriver de ce son à d'une oreille ou une autre est un indice. Quelque chose sur lequel tu n'as pas trop appuyé, mais qui existe en l'occurrence, c'est comme il y a une différence de temps, mais qu'il y a aussi la tête entre les deux, il y a une différence d'intensité, il va arriver plus fort d'un côté que de l'autre. Oui, c'est ce que je voulais dire par le filtrage. Alors la tête, le pavillon de l'oreille vont filtrer certaines fréquences parce que justement, comme il y a des obstacles, c'est comme quand on parle derrière une porte en fait. Si la porte est légèrement entrouverte, on va entendre le son quand même passer, mais on va beaucoup moins l'entendre. Et le beaucoup moins, c'est justement un filtrage de fréquences qui va faire que les fréquences ne seront pas exactement les mêmes, et donc on va perdre un peu, mais ça je pense que... Donc si on sait travailler sur le temps, l'intensité, la fréquence, on sait rentrer dans le domaine de l'immersif. Frédéric. Ou Hervé, pardon, tu as le micro. Il y a aussi le spectre en fait, mais pour résumer, en fait c'est un filtrage. Il y a effectivement un filtrage. Spectre, fréquence, on n'était pas dans le même... C'est-à-dire qu'en fait, tu as une différence d'intensité en fonction de la position qui va définir sur le plan horizontal la position du son. Il y a une différence de temps qui va... Alors là, dans le domaine, le cerveau est impressionnant parce qu'on peut dissocier sur le plan frontal 3 degrés dans de bonnes conditions acoustiques. Et pour une tête moyenne, ça correspond à une dizaine, vingtaine de microsecondes. Donc le cerveau est vraiment impressionnant. Et ensuite, il y a ce qu'on appelle le filtrage où effectivement notre anatomie va avoir une incidence sur le spectre du son qui arrive et qui va être notamment énormément filtré par notre pavillon d'oreille avant que ça pénètre le conduit auditif. Et notre cerveau a en mémoire tous ces filtres en fonction des positions. Il a un mapping assez précis qu'on apprend très très jeune, de manière obligée, parce que c'est l'instinct de survie, c'est voir à 360 ce que les yeux ne peuvent pas, parce que l'oreille, sans bouger, est capable de localiser un son dans l'espace, alors que les yeux, il faut porter le regard. Donc c'est quand même un sens avertisseur. Et donc voilà, pour ce qui est de la binauralisation, effectivement, soit on reproduit par une tête, ce qu'on appelle nous du binaural natif en production. On va prendre une tête où on peut se mettre aussi 2 micros dans les oreilles, ça marche aussi pas trop mal. Et après, il y a ce qu'on appelle la reproduction binaurale par synthèse, où en fait on va reproduire ces filtres, ces différences de temps, d'intensité et de spectre, on va les reproduire par calcul. Donc à l'aide de logiciels versus une méthode, on va dire, solide d'un microphone qui ressemble à une tête, enfin de 2 microphones qui sont mis dans une tête. Et là, Cocorico, l'Europe, avec les Allemands dans les années 70, et puis la France avec l'IRCAM dans les années 80, qui ont énormément fait avancer ces sujets dans le domaine de la recherche.
Donc le binaural dans le son immersif, c'est un dispositif de reproduction? C'est une des modalités de diffusion du son immersif. Ça peut être une modalité de production aussi, si on décide d'enregistrer directement en binaural avec la méthode du binaural natif, micro dans les oreilles ou mannequin. Et quand on fait ça, c'est super, mais par contre, on n'a que du binaural. Or, on dit souvent les technologies du son immersif, elles sont multiples. Et donc, il y a les technologies au casque, donc c'est le binaural, et il y a les technologies sur enceinte, avec plein de systèmes de restitution divers et variés. On connaît le 5.1, le home cinéma traditionnel, mais après il y a le 7.1, 7.1.4, etc. Bon, tout un tas de systèmes divers et variés. Et ce qui est assez intéressant en fait avec ces technologies, c'est que a priori, elles peuvent être interopérables. En tout cas, c'est ce qu'il faut qu'elles soient. Et c'est un peu la différence, une autre différence par rapport à la stéréo, parce que la stéréo, elle est vraiment faite pour être écoutée au centre du triangle équilatéral. Et donc, si vous êtes bien à équidistance des deux enceintes, vous allez avoir ces images fantômes qui vont se former entre les deux haut-parleurs. Mais si vous n'êtes pas très bien placé, ce qui est le cas de quasiment tout le temps, quand on écoute finalement, c'est assez rare qu'on se mette religieusement au centre des deux enceintes, eh bien, en fait, ces petites interactions, différences de temps, différences d'intensité, elles s'écroulent si on est trop d'un côté ou trop de l'autre, et tout semble provenir de l'enceinte la plus proche. Et donc, la spatialisation en stéréo, déjà, elle est très limitée, puisqu'elle est que entre l'enceinte de gauche et l'enceinte de droite, et en plus, elle est extrêmement fragile, parce que si on n'est pas parfaitement bien placé, elle disparaît totalement. Ces technologies du son immersif, elles permettent, si on utilise une technique qui s'appelle le mixage objet, de s'adapter en permanence au système d'écoute de l'auditeur. La promesse, ça peut être, d'ailleurs c'est une promesse qu'Apple tient déjà en partie, puisque si vous, avec Apple Spatial Audio, si vous êtes dans la rue avec vos AirPods, on les a pas nommés tout à l'heure. Les petits trucs blancs qu'on se met dans l'oreille. On peut les nommer. Eh bien, vous avez du son binaural, et à partir du moment où vous basculez sur les haut-parleurs de votre laptop Apple ou dans votre Mercedes à 80 000 €, eh bien vous allez avoir le son immersif sur enceinte qui va arriver. Et ça s'adapte automatiquement. Voilà. Ça, c'est une capacité du son immersif qui est très, très importante. Et quand on est en production, quand on fabrique un podcast ou quand on mixe de la musique, on doit être très, très vigilant à faire en sorte que les différentes déclinaisons de notre production soit, je ne vais pas utiliser le mot compatible, mais en tout cas que l'histoire qu'on raconte reste la même. Le sens qu'on donne à un mouvement, à une voix qu'on va placer à un endroit, à un instrument qui se déplace, quand on passe du binaural à l'écoute aux enceintes sur un système ou un autre système, ça ne sonnera pas pareil, évidemment, mais par contre, il faut que ça raconte la même histoire. Voilà, c'est un truc très important. En fait, ça permet de répondre un petit peu mieux à ta question tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on est quand même dans un modèle, à Radio France, on est quand même encore focalisé sur au moins une double diffusion, antenne et podcast. Donc en fait, choisir des projets pour une seule diffusion numérique, podcast, dans laquelle il y aurait un sens narratif à la spatialisation des voix, ça serait un choix très compliqué à assumer parce qu'il n'y aurait pas de diffusion antenne possible dans ce cas-là. Donc voilà, je ne sais pas si ça fait avancer un peu la réflexion là-dessus. Du coup, on se dit que travailler exclusivement en binaural est limitant, du coup, ou pas? Alors moi, je peux rajouter aussi que les premiers podcasts qu'on a fait en son binaural, c'était à l'intention des enfants, donc c'est Bestiole. Si vous voulez aller écouter, il y a quelques épisodes. On est super content de le faire, mais on se dit aussi que d'engager les enfants à écouter des choses au casque, c'est pas forcément l'idéal. Donc on se dit aussi que c'est très bien, tous les gens sont au casque, c'est des bulles, c'est super, mais que c'est bien aussi que ce soit des expériences. Donc par exemple, on a fait des écoutes de cinéma sonore au Mans notamment, et c'était super de voir qu'on pouvait proposer une écoute aux enfants notamment, avec ce système d'enceinte qui vivent une expérience autrement qu'en étant dans une bulle comme on l'est tous. Donc dans un dispositif plus conséquent et moins solitaire. Voilà, exactement, multi-enceinte, où il y avait un partage justement de l'impression, parce qu'en plus c'était un tigre notamment qui sautait, on avait eu des retours de ça fait super peur, et là ils étaient leur fratrie, quoi, les grands frères, les petites sœurs, et c'était vraiment chouette. L'effet public, l'effet concert, on est tous ensemble, on vit la même chose. Exactement.
D'ailleurs, si on sort de la radio, le son immersif, il est énormément utilisé par exemple dans les restaurants pour donner des ambiances, ce qui permet justement d'impliquer tout le restaurant. Et l'avantage des technologies là, dont vous parlez, qui ne sont pas le binaural, par exemple l'Atmos, je crois notamment, permettent de faire que si vous avez 10 haut-parleurs, ou si vous en avez 20, ou si vous en avez 2, eh ben, si votre son il est censé commencer d'un côté de la salle et finir à l'autre bout pour avoir l'impression que votre tigre est passé d'un bout à l'autre de la salle, eh ben, quel que soit le nombre de haut-parleurs, le son va passer de manière fluide de l'un à l'autre et vous avez vraiment l'impression que votre tigre passe d'un bout à l'autre de votre salle. Et donc, vous pouvez impliquer toute la salle. Et ça marche vraiment très bien justement dans les restaurants. Visiblement, c'est un des grands sujets. Ouais, il y a des tigres dans les restaurants à Paris, il y a plein de restaurants. Alors, parce que avant de venir ici, moi, je n'étais pas très calée sur le sujet du son immersif. Alors, j'ai fait un appel à un ami, vous savez. Et j'ai appelé mon pote ingénieur du son qui m'a expliqué qu'il travaille énormément avec des restaurants où ils font des ambiances sonores, justement, immersive pour rendre l'endroit d'autant plus agréable. C'est vraiment un très très gros endroit où ils utilisent le son immersif. Et donc il me racontait aussi que justement, alors vous avez fait des tigres, lui il s'est amusé quand il essayait de voir justement combien on pouvait aller loin sur ce genre de technologie. On a dit que le son se propageait dans la salle, mais en fait selon la fréquence, donc la hauteur du son, plus ou moins grave ou aigu, la longueur d'onde du son sera plus ou moins grande. Et cette longueur d'onde, vu qu'on a 2 oreilles avec à peu près une vingtaine de centimètres entre les 2 oreilles, quand la longueur d'onde est grande, donc le son est grave, on n'arrive pas vraiment à déterminer si le son il est arrivé d'abord à une oreille ou à l'autre. Localisation plus difficile si le son est grave. La localisation est plus difficile. Si vous avez un bulldozer, un hélicoptère, un truc comme ça qui fait un son grave, vous allez avoir de la peine à dire s'il est à votre gauche, à votre droite, ou en haut, en bas pour votre hélicoptère. Par contre, vous prenez un moustique qui, lui, fait une fréquence élevée, et lui, vous allez pouvoir beaucoup plus facilement le spatialiser dans la chambre, oui, dans le restaurant aussi, et de la même manière, en termes de spatialisation sonore, en termes de son immersif, ça fonctionne d'autant mieux. Donc, les sons aigus sont beaucoup plus faciles à spatialiser que les sons graves à cause de ça, en fait, à cause de notre facilité à déterminer d'où viennent les longueurs d'onde, longues ou courtes. Mais vraiment, hors radio, il y a un monde totalement inconnu d'endroits où on utilise les sons spatialisés. Est-ce que ces principes de la perception et des longueurs d'onde dictent de nouveaux codes dans le son immersif et dans l'écriture, que ce soit pour des podcasts ou pour de la musique? Est-ce qu'il y a des limites qui sont liées au dispositif, à ce qu'on veut faire entendre, à ce qu'on veut localiser ou pas? Ce qui est sûr, c'est qu'en effet, en fonction de la nature du son, on a plus ou moins de facilité à le localiser. Déjà dans la vraie vie, les sons graves sont difficiles à localiser. Les sons constants, avec peu d'accidents, sont plus difficiles à localiser que des sons percussifs, par exemple, qu'on dit en général avec de fortes transitoires. Et donc, si dans une production, on a envie qu'un mouvement, le mouvement d'un son, porte un sens, on a intérêt à choisir ce son en fonction. Voilà. C'est-à-dire qu'on ne va pas choisir justement le son grave tout lisse où déjà dans la vraie vie on ne saura pas le localiser. Puisque déjà si dans la vraie vie on n'y arrive pas, à travers un système de restitution qui soit binaural ou sur enceinte, qui sera forcément légèrement dégradé par rapport à une écoute purement naturelle, il y a de très fortes chances que les auditeurs ne comprennent pas le mouvement et donc perdent un sens qu'on aurait voulu y mettre. Donc ça, c'est sûr que ça va avoir une incidence sur le choix des natures sonores qu'on va utiliser. Est-ce que c'est un code qu'on transmet aux gens avec qui on travaille quand on doit faire de l'écriture? Est-ce que ça fait partie des choses qu'on transmet? On parle du timbre des sons ou c'est quelque chose qui se fait naturellement, entre guillemets? Ça se travaille, mais tu veux peut-être en parler d'un point de vue musique? Oui, c'est-à-dire que après, l'avantage, c'est comme toujours, c'est-à-dire qu'à force de faire, on acquiert de la connaissance et on voit les limites des choses. On voit aussi les limites qui peuvent être repoussées. Dans le domaine de la perception, moi, je suis intimement convaincu que le cerveau humain, étant une magnifique machine hyper souple et agile, va développer aussi une nouvelle capacité de perception avec ces nouvelles formes de reproduction. Parce qu'on va reproduire des choses qui n'existeraient pas dans la nature.
À l'inverse, il est extrêmement difficile, voire pour moi impossible, de reproduire la nature sur le plan sonore. Ça, c'est un vieux fantasme, on n'est pas prêt d'y arriver. Par contre, on peut vraiment s'en inspirer. Et que effectivement, aujourd'hui, les écritures, elles sont à la fois, elles sont à la frontière entre la technologie, les évolutions et nos domaines de connaissances. Après, développer des expertises et du savoir-faire permet effectivement, avec des artistes ou des producteurs, des créateurs de contenu, déjà de les guider et d'éviter les grands écueils, déjà, pas perdre de temps, de voir où ils ont envie d'aller, de leur donner à aller galoper dans des espaces où ils vont rapidement pouvoir se faire plaisir. L'expertise, elle sert à ça dans les domaines de la production. Mais après, sans s'interdire le fait je pense que toutes les frontières peuvent être repoussées dans le domaine de la création et même de la perception. Les choses peuvent énormément évoluer. Quand on parlait de l'histoire de la reproduction, où vous disiez qu'effectivement, chacun a en fait un filtre qui lui est propre, puisque c'est notre anatomie qui détermine notre perception spatiale. Donc on a tous un visage différent, comme quoi la nature est la plus grande créatrice. Mais par contre, le cerveau a cette capacité à s'adapter. Par exemple, moi et Fred, ça fait plus de 15 ans qu'on fait du binaural, nous sommes de très très mauvais testeurs parce que nous, on a la capacité à reconstruire une image mentale avec des indices qui sont très dégradés, simplement parce qu'on a pris des repères et que très rapidement... donc nous, il ne faut plus nous prendre pour faire des tests d'évaluation de système, par exemple. On ne le fera plus. Donc la stéréo avait ses limites, avait ses codes, c'est 70 ans d'écriture qu'on est en train de gentiment laisser derrière nous. Peut-être pas, parce qu'elle continuera à exister sans doute, hein, je vois vos têtes. Qu'est-ce qui change, Camille et Fanny, dans l'écriture quand vous penchez sur un projet, déjà, alors vous choisissez qu'il va être en immersif, c'est un peu ce que j'ai compris tout à l'heure, puisque le sujet va porter de l'immersif et vous attendez qu'il soit en immersif. Est-ce qu'il y a un changement dans l'écriture, dans la façon d'aborder les choses, dans la façon de chercher les choses, dans les modes de production? Est-ce qu'il y a des choses qui changent pour vous? Ou est-ce que les outils sont tellement transparents, pour en parler des outils d'ailleurs, sont tellement transparents que ça ne change rien? Est-ce qu'il y a un changement dans l'écriture? Pour l'instant, je dirais que c'est une possibilité en plus. On ne se projette pas encore dans l'idée que ce soit le nouveau code. Là, c'est des possibilités en plus pour l'écriture. Donc, si on fait une analogie avec le cinéma, le fait de tourner à une caméra ou plusieurs caméras peut induire un plan de travail un peu différent. Vous considérez qu'aujourd'hui, vous constatez qu'aujourd'hui, l'effort ou la réflexion est plus simple comparé au cinéma quand il a découvert qu'on pouvait faire plusieurs caméras, les synchroniser. Vous, aujourd'hui, quand vous travaillez sur un sujet immersif, ça vient plutôt naturellement, c'est plutôt le champ des possibles qui s'ouvre ou pas du tout? Non, mais je pense qu'on est tellement au début encore de ces réflexions-là que c'est comme un nouveau jouet, quoi. Pour nous, on en est quand même à ce stade-là où on teste des choses, on regarde comment ça prend, on essaye d'acculturer au maximum les auteurs, que ce soit de fiction ou de documentaire, en amont des productions, avec des séances d'écoute, avec des présentations, avec de la médiation à Radio France, pour qu'ils comprennent le potentiel et qu'ils intègrent cette dimension-là spatiale dans leur scénario, dans leur storytelling, dans leur façon de concevoir leur documentaire. Mais c'est à l'état d'ébauche encore, et chaque nouvelle saison, chaque nouveau projet, ça nous donne envie de débriefer les projets précédents pour comprendre dans quelle mesure cette astuce narrative peut être reprise ou pas. Par exemple, là, je peux peut-être m'attarder 2 secondes sur un projet qu'on a mené cette année avec 3 promos d'étudiants d'école de son, donc CNSM, Louis Lumière et la fac de Brest. 3 promos, ils avaient un cahier des charges, des créations de 2 à 10 minutes autour de la spatialisation des voix sur le thème du dialogue amoureux. Parce qu'en fait, on s'est rendu compte qu'on avait un manque sur l'exploitation de la spatialisation, encore une fois, comme ressort narratif. C'est-à-dire que ça soit plus seulement une profondeur de champ, un décor qui soit proche de la perception de la réalité, mais que la spatialisation, donc si vous entendez une voix par derrière, sur le côté, devant, ça fasse vraiment réellement avancer l'histoire, avancer la narration. Donc on était en manque de création et de réflexion
là-dessus. Et donc, on a proposé à ces jeunes talents, ces jeunes créateurs, encore étudiants, d'explorer ça. Et en fait, on a présenté ça à longueur d'onde au Festival de Brest fin janvier. Et on n'a même pas encore complètement débriefé. On n'est pas allé au bout de ce qu'on pouvait tirer comme grands enseignements. Par exemple, il y avait des propositions qui étaient hyper intéressantes de split screen sonore qui permettaient, dans une scène de fiction, grâce à la spatialisation, d'avoir un équivalent, une transposition sonore d'un split screen à l'écran. Par exemple, ce dont on s'est rendu compte aussi, c'est que presque paradoxalement, la spatialisation permettait de prendre conscience d'une profondeur temporelle dans l'histoire. On va les diffuser, ces créations, donc vous allez pouvoir vous rendre compte par vous-même. Mais ou par exemple, il y a un usage un petit peu plus évident, mais qui est quand même... on n'est pas allé au bout de tous les ressorts narratifs que ça pouvait provoquer, sur la disjonction entre une voix intérieure, votre flux de pensée, et les paroles réellement prononcées dans un cadre social. Et ça, le son immersif permet de travailler ce conflit-là entre une voix intérieure et une voix projetée. Et ça permet, ça ouvre une dimension comique, une dimension dramatique. Voilà, c'est génial, quoi. Et ça, on l'a beaucoup moins en stéréo, par exemple. La mise en scène, une forme de mise en scène des voix. Quand tu parles de ça. Ah bah complètement, ouais, pour moi c'est ça, ouais. C'est ça l'enjeu de la spatialisation comme ressort narratif, c'est vraiment ça, ouais. Ça m'évoque un peu la différence entre le cinéma muet et puis le cinéma avec la parole, un peu comme en termes de niveau de distance. Je sais pas. Ouais, pourquoi pas. Faudrait jouer un peu avec l'idée. Ça me paraît beaucoup, mais à voir, ouais. C'est moins du tout ou rien. Ouais. C'est moins fort que ça pour toi. D'accord. Et qu'est-ce qui ne fonctionne pas en immersif ? Qu'est-ce que vous avez déjà pu constater qui ne fonctionnait pas ? Pour partager avec tout le monde, comme ça évitera que tout le monde se prenne un mur. Qu'est-ce qui ne fonctionne pas ? Des choses que vous avez essayées, je sais pas, une voix qui tourne, c'est une mauvaise idée. En musique, la batterie derrière, c'est pas ça qu'il faut faire. Est-ce qu'il y a des choses que les Beatles ont essayé en stéréo qu'il ne faudrait pas essayer en immersif ? Tout fonctionne. C'est le sens qu'on donne aux choses qui est important. C'est pourquoi tu fais ça, quel est le sens que tu donnes. Et à partir de là, tout fonctionne. On me pose souvent la question, mais en musique, est-ce qu'il y a des trucs qui ne marcheraient pas ? Ça ne marche pas. En fait, ça ne veut rien dire. C'est à partir où le producteur, le créateur, il a une idée d'utilisation de l'espace, ça fonctionne. Ça me rappelle une anecdote avec Emmanuel Laurentin, il y a plusieurs années, qui vient me voir un jour en me disant « Hervé, alors là, j'ai une idée, c'est l'Assemblée nationale, on va faire un sujet là-dessus, donc il y a la gauche, la droite, le centre, l'extrême gauche, l'extrême droite, puis comme ça, on va faire entendre ceux qui vont à gauche, ceux qui vont à droite, ceux qui changent de camp, machin. » Il me dit « Comment tu utiliserais l'espace là-dessus, Hervé ?» Je fais « T'as tout dit, là. J'ai plus rien à faire, en fait. Tu viens de définir l'espace. Tu l'utilises, ça y est. » Donc voilà, ça résume le propos, en fait. Tout est possible. Je pense que c'est une idée. Il y avait un sujet, tu l'as vu se développer, qui était le projet avec Arthur H. Et à la radio, le nombre de fois, on m'a dit « Mais non, mais Hervé, attends, la chanson française, tu vas pas spatialiser la chanson française. » Et en fait... On a tendance à plutôt se dire que c'est la musique électronique qui sera spatialisée. Voilà, c'est ça. Et en fait, c'était un vrai sujet. Et l'idée, elle était venue d'un concert que j'avais vu, c'était le dernier concert que j'avais vu d'Alain Bachung au Francophonies, où le mixage stéréo était vraiment magnifique. Et là, on percevait vraiment que la voix et le texte de Bachung, c'était la perle, et que la musique et les sons, c'était l'écran. Et à partir de cette image-là, je me suis dit, mais Arthur H., l'écran, on va le faire à 360, et puis la perle, on va la magnifier, on va la rendre encore plus grosse, parce qu'avec l'espace et la hauteur des haut-parleurs sur les systèmes, avec de l'élévation, on peut faire des voix mais considérables, c'est-à-dire qu'on a l'impression d'être sous la bouche du chanteur et d'avoir les textes qui sont là. Donc tout ça pour résumer, pour dire qu'en fait, il suffit juste d'avoir des idées et de donner du sens aux choses et de les utiliser. Maintenant, si on n'a pas envie d'utiliser l'espace, c'est bien aussi, en fait. Fanny, tu voulais réagir sur quelque chose ? Non, en fait, on se pose quand même aussi la question de l'effet que ça produit sur les gens quand ils écoutent, oui. Et que reproduire le réel, enfin l'utiliser pour du documentaire, ça pose toujours la question de est-ce que éthiquement on a envie que ce soit ça qui soit sur le devant, le côté spatialisé, le côté technologique par rapport aux propos, au réel. Voilà, donc il y a eu notamment des interceptions qui ont été faites
voilà, bon, c'est une question enfin, c'est pas que ça pose un problème de le faire, c'est que ça pose un problème de comment pour l'instant les gens le reçoivent, parce qu'ils n'ont pas forcément l'habitude d'écouter tous les contenus de façon immersive, et que du coup ça prend peut-être le pas sur le sens, voilà, le message qu'on veut faire passer. Il faut le dire aujourd'hui quand un contenu est en Bah immersif? non, on le dit, ouais. On le dit, on prévient avant. Alors, C'est obligatoire. Si on le fait pas, c'est non, une c'est erreur. pas obligatoire, c'est une question qu'on se pose à chaque fois. Ouais. Mais Ça peut se dire comme ça peut ne pas se dire. Enfin, quand on utilise un micro de telle marque ou telle autre marque, on n'est pas obligé de prévenir la terre entière. Et de la même façon, on peut éventuellement ne pas prévenir que tel programme est en son immersif. Si quelqu'un a mis son casque, il va peut-être le percevoir ou en tout cas le ressentir sans vraiment l'objectiver. Et dans ce cas-là, pour moi, ce n'est pas un problème. Mais parallèlement à ça, c'est vrai que comme on est dans une période de transition, l'acculturation est très importante. Elle est très importante. Et les codes, quand on parle de codes, pour que les codes y soient compris, il faut qu'ils soient maîtrisés par les gens qui fabriquent et les gens qui écoutent de l'autre côté. Et donc on est dans une phase où là, on est en train de faire basculer un petit peu les codes et les esthétiques. Et donc on ne peut pas le faire d'un seul coup parce que sinon les auditeurs, ils ne comprennent pas. Voilà. Et donc c'est une vraie question de savoir est-ce qu'il faut vraiment en parler, est-ce qu'il faut être extrêmement didactique à chaque fois, sans doute un petit peu. Mais une fois de plus, l'histoire, c'est quand même ça qui prime. Donc on ne va pas écouter personne, je connais personne qui va aller écouter tel podcast ou tel morceau de musique parce qu'il est en son spatialisé. Voilà, on y va parce qu'on a envie de rencontrer ce contenu. Et ça reste quand même aujourd'hui pour l'auditeur quelquefois un peu caché, perturbant de savoir s'il est en train d'écouter quelque chose d'immersif ou pas. Prends l'exemple d'une plateforme qu'on a citée un petit peu où il suffit qu'on ait le bon casque et qu'on ait coché ou pas coché la bonne chose. Et le mixage qu'on va entendre, ça va être peut-être le mixage Atmos, et peut-être qu'il n'a pas été fait dans les règles de l'art, entre guillemets, qu'il a été fait un peu vite parce que c'était obligatoire, et que finalement le mix stéréo au casque serait meilleur. Mais ça, si on ne joue pas un peu avec son smartphone, on ne peut pas vraiment le savoir. Donc c'est pour ça que je vous pose la question, est-ce que effectivement dans cette période-là, il paraît important et nécessaire de toujours préciser qu'un contenu est immersif, spatialisé en tout cas? Moi, j'ai pas vraiment la réponse à ça. J'en sais rien. Mais en tout cas, c'est vrai que chez Apple, par défaut, on a du son spatialisé. Et donc, ça peut perturber un peu des gens qui s'y attendent pas. Ou alors, ils s'en rendent pas compte aussi. Oui, mais c'était un peu le sens de ma question. C'est que du Bah, coup, pour moi, c'est pas grave. d'accord. Après, il y a quand même, pour une entreprise comme Radio France, qui est une entreprise publique, dans ses devoirs, c'est informer, éduquer et divertir. Et dans l'éducation, je pense qu'on a un vrai devoir de vulgarisation et d'expliquer, parce que le son immersif, il peut grandement participer à terme au fake, quoi. C'est-à-dire qu'à raconter de fausses histoires ou des histoires totalement virtuelles, avec en plus aujourd'hui les images virtuelles, la recopie, l'IA qui arrive, qui n'arrive pas, elle est déjà là. Je pense qu'on a nous un devoir d'acculturer sur ces sujets, en fait. Donc si on en arrive un petit peu à essayer de conclure, on va continuer, puis on va essayer de prendre quelques questions s'il y en a. Au niveau de l'écriture, ça ouvre de nouveaux champs de possibilités. Ça ne perturbe pas la façon de le faire, enfin d'écrire en tout cas. Ça ne nécessite pas de repenser les choses complètement. Au contraire, c'est un nouveau champ qui s'ouvre. Les technologies, on n'en a pas trop parlé parce qu'a priori, j'ai l'impression qu'elles sont plutôt transparentes dans l'usage. Je ne vais pas poser la question aux techniciens qui sont là, mais peut-être à Camille et Fanny qui se retrouvent à faire des contenus, ou travailler des gens qui vont faire des contenus. Est-ce qu'il y a une barrière technologique quand même aujourd'hui ? On a parlé de cinéma. Le cinéma, ça fait des années qu'il est proposé en son immersif dans les salles. Et la plupart des salles, à part les petites salles, sont équipées en immersif. En l'occurrence, effectivement, c'est marqué quand on rentre dans la salle, donc on sait qu'on va en profiter. Mais le film peut être en stéréo, comme il peut être en Dolby quelque chose. En quoi tout ce qu'on s'est dit là est nouveau par rapport à ce que le cinéma a pu faire pendant des années? Vous avez 4 heures. On parle de nouvelles technologies, mais le cinéma, depuis des années,
propose une diffusion immersive qui peut-être répond à d'autres codes. Enfin, je ne voudrais pas influencer la réponse, mais quelle est la différence? En quoi c'est nouveau aujourd'hui? Pour nous, très rapidement, c'est que le cinéma. J'avais dit pas les techniciens, mais bon. Non, mais sur la partie pas technique, mais le cinéma a déjà fait sa grammaire, en fait. Le cinéma, il a sa grammaire. Et dans le domaine de la musique ou de la radiophonie et de la fiction, c'est une grammaire qui est en découverte. Non, mais c'est une expérience collective, le cinéma. Enfin, c'est des dispositifs où on est dans une salle, ça coûte, enfin, on paye un billet pour avoir une installation avec autant d'enceintes. Chez soi, pour l'instant, à ma connaissance, à part des audiophiles, enfin, des gens qui ont vraiment des installations très développées, on n'a pas vraiment la possibilité d'avoir la restitution de cette expérience. Et on espère que ce sera possible avec des enceintes un peu plus intelligentes, outre les couteaux casques. Voilà, donc il y a cette barrière-là, je pense. Moi, je sais pas, sur la production dans le cinéma, j'en sais rien du tout. J'ai pas du tout cette expertise-là. Mais en tout cas, pour nous, ce qui est sûr, en tout cas à France Culture, c'est qu'il y a très peu de réalisateurs et réalisatrices formés à la maîtrise du son spatialisé et qu'on est quand même hyper contraints par des formations qui sont Nécessaires. Bah ouais, Oui. qui sont ou pas encore là. C'est nécessaire sur le fait que les gens soient acculturés, Ouais. sachent quelles sont leurs possibilités, les outils. Ouais, tout ça. D'accord, oui, il y a Ouais. quand même Ouais, quelques ouais. Bah barrières. oui. Non, c'est pas du tout transparent. Ok. Ouais. Juste un mot là, sur ce point. En effet, notamment moi je trouve que c'est vraiment, on le voit très bien à Radio France si on va dans un studio qui enregistre des fictions. Une équipe de fiction, c'est un peu les grosses équipes, ce qui reste très modeste par rapport à une équipe de tournage de cinéma, puisqu'il faut faire des parallèles. Mais il y a quand même toute une équipe, les comédiens, réalisateurs, assistants réalisateurs, bruiteurs, bruiteuses, etc. Et quand on fait un enregistrement en stéréo, eh bien, tout est tacite. Tout le monde connaît sa place, sait où se placer. Si on parle d'un plan sonore, tout le monde sait où aller. Peu ou prou, ça va se faire directement comme un seul homme. D'un seul coup, on arrive sur cette fiction, on se dit, maintenant, on va la faire en son immersif. 20 minutes de discussion avant même de brancher un micro. Voilà. Simplement parce que, voilà, on n'a pas encore l'habitude de le mettre en œuvre. Toute la mécanique, toute la technique, savoir-faire, savoir-être sur un plateau. Le bruiteur qui a l'habitude de se mettre derrière les micros parce qu'il n'y a pas d'avant et derrière dans la stéréo, là c'est plus possible. Donc d'un seul coup, il est obligé de se mettre avec les comédiens, ça pose un problème. Voilà, donc discussion, on perd du temps, etc. Donc là c'est tout un savoir-faire à reconstruire. Mais c'est même il y a un niveau supplémentaire encore de discussion et de réflexion. J'ai l'impression c'est qu'il y a quand même une partie de l'équipe dans ces configurations-là qui dit ça sert à rien en fait. Pourquoi on ferait ça? C'est gratuit, c'est cosmétique, c'est artificiel, ça m'intéresse pas, c'est du temps perdu. Enfin, il y a aussi ce pan-là d'acculturation. Pas les techniciens, rassurez-moi. On en reparle si tu veux. Oui, donc il y a un sujet de comment tout le monde n'y croit pas. Là, si je peux rebondir là-dessus, mon ami ingénieur du son que j'ai appelé l'autre jour pour avoir un peu plus de matière, il me disait qu'en fait, un des gros problèmes du côté justement ingénieur du son, c'est que eux, quand ils ne travaillent pas pour la Radio France, mais par exemple pour un restaurant, en fait, quand vous voulez déposer un produit sonore sur une plateforme ou bien que vous voulez le vendre pour un cinéma ou pour un restaurant, on va vous demander de faire du son Atmos et stéréo souvent, donc déjà vous allez devoir faire 2 formats pour le prix d'un, ce qui du coup est compliqué parce que c'est pas exactement les mêmes technologies, que c'est pas la même façon d'imaginer les choses, etc. Ce qui fait, comme vous le disiez tout à l'heure, comme quoi des fois, si vous vous mettez sur le son immersif et qu'il a été fait à l'arrache, en fait le résultat il est nul, alors que si vous vous mettiez en son stéréo, ce serait meilleur. Et de l'autre côté, c'est extrêmement frustrant. Lui il me disait, mais en fait on fait ces sons, on nous demande un truc hyper poussé en Atmos pour qu'on puisse faire un son immersif de dingue. Et les gens, autant quand on parle d'immersion visuelle, comme on a la capacité, nous, en tant qu'humains, de fermer les yeux et de se rendre compte que quand on ferme les yeux, il fait noir. Et puis quand on les rouvre, il y a des trucs autour et c'est cool. Mais que les oreilles, on ne peut pas fermer ses oreilles physiquement, à part si on met nos mains dessus, mais on ne peut pas juste fermer des paupières. On n'a pas des paupières aux oreilles. On ne se rend pas compte qu'on est tout le temps dans un bain de son partout et les gens ne mettent pas les sous pour le son.
Et donc, comme ils ne mettent pas les sous pour le son, que ce soit pour leur casque, mais encore plus pour leur système audio à la maison ou dans le restaurant qui a acheté le truc, eh ben, le problème, c'est que même si on se met à faire du son immersif, il faut que derrière les gens, ils soient suffisamment acculturés pour mettre les sous, pour avoir le système audio suffisant pour bien rendre le son et que ce soit pertinent. Et en fait, pour l'instant, un des gros problèmes, il n'est pas forcément du côté, enfin, il n'est pas seulement du côté production, mais il est beaucoup du côté des utilisateurs qui doivent être vraiment acculturés, mais pas seulement à l'écoute au casque, mais au fait que ça vaut la peine de mettre vraiment des moyens. Coucou, je parle à des gens d'ici aussi, de mettre des moyens pour l'audio et pas seulement pour le visuel, parce que vraiment, c'est vraiment ce qui va permettre de rendre le truc intéressant. L'immersif a un coût, du coup. L'immersif a un gros coût, ouais. Là, tu parlais de tout ce qui du est côté utilisateur, donc la qualité de... Mais S'il faut acheter 15 haut-parleurs à la place d'en avoir 2 pour faire de la stéréo, 15 haut-parleurs, ça coûtera mathématiquement plus cher. Peut-être pas 15 fois, mais vous avez 4 heures cher. pour faire le calcul. D'accord, l'immersif a un coût. Là-dessus, côté utilisateur, ce qu'on constate, ce que disait Hervé tout à l'heure, tout le monde a un casque. Et aujourd'hui, pour un coût assez modique, on a un casque de très bonne qualité. J'estime que le grand public, avec tous ces casques qu'on a, avec en plus la réduction de bruit, j'ai l'impression qu'on n'a jamais eu pour le grand public une qualité de restitution aussi bonne. Oui, mais par exemple, là, nous, on est en train de préparer à Univers Science un futur palais de la découverte tout neuf, flambant neuf, dans lequel on a une salle immersive. Et dans cette salle immersive, on sera en 5.1. Donc du son stéréo, on ne sera pas du tout en immersif parce que, on a décidé qu'on mettait les sous dans un super truc visuel et on n'a pas mis les sous dans l'audio. Et ça, c'est quelque chose qui arrive en fait extrêmement fréquemment. Typiquement dans le restaurant ou d'autres endroits comme ça qui vraiment veulent utiliser le son immersif. Le son serait la 5e roue du carrosse. C'est pas bien. Oui, des paupières à oreille, c'est un concept. Ça sera peut-être pour le prochain appel à projet, des paupières à oreille. Non, mais je pense aussi qu'il faut qu'on ait... Camille, elle a cité le split screen sonore, et juste elle l'a dit, ça donnait envie. Je pense qu'il faut qu'on ait des arguments narratifs. Là, moi j'ai regardé Adolescence de Netflix, l'argument narratif de 4 épisodes en plan séquence, on va être capable peut-être d'avoir ce genre d'argument et de dire vous allez vivre une expérience... J'en sais rien, un plan séquence sonore d'1 heure et on va raconter une histoire folle avec ça et les gens auront envie de l'écouter parce qu'on aura un argument narratif. Quoi. Plus qu'en stéréo. Oui, parce qu'en fait, on imagine que si on a une vraie histoire et que ça participe de l'histoire, on dira aux gens si vous l'écoutez comme ça, vous vivrez une expérience. Ouais. Regardez Adolescence de Netflix, les gens l'ont regardé aussi pour ça, parce qu'il y avait l'histoire du plan séquence sur 4 épisodes. Quoi. C'était l'idée de l'histoire, en fait. Du choix technologique qui a fait que... Ouais, tu parlais de temporalité, c'est une autre façon de vivre la temporalité, et je pense qu'effectivement, c'est une des pistes super intéressantes. Mais est-ce un vrai plan séquence ? J'ai pas la réponse. Mais c'est la même chose que la mode du cinéma 3D à un moment donné où on a dit non mais il y a vraiment un truc à faire et quand il y a eu des films où vraiment le voir en 3D ou ne pas le voir en 3D ça changeait vraiment la donne, c'est là où ça a fonctionné quoi. Et c'est la même chose quand votre tigre vous l'entendez vraiment être en train de vous souffler dans le cou. Dans le restaurant. Dans le restaurant, vous avez vraiment un intérêt à avoir votre tigre qui vous souffle dans le cou et pas juste il y a un tigre dans l'histoire quoi. Super. Est-ce que vous pensez qu'on a fait le tour des nouvelles technologies, nouvelles écritures, ou est-ce que vous vouliez ajouter quelque chose avant que nous prenions quelques questions s'il y en a ? Eh bien, on continue alors. Je me rends compte que je ne me suis pas présenté. Donc, je suis Pascal, mais c'est mieux que je le dise à la fin parce que je suis le chef de 2 garçons ici. Je suis Pascal, je travaille à Radio France, je suis responsable du pôle innovation sonore et aussi de tout ce qui est production antenne et donc des techniciens qui travaillent avec ces gens-là. Comme ça, j'étais libre de dire des choses. On pourra faire une petite conclusion si vous voulez après, mais est-ce que vous avez des questions éventuelles que vous pouvez jeter comme ça, si vous voulez ? On peut même vous passer un micro si vous voulez. Tac. Tu fais ? On a une question. La question, c'est que les gens de Radio France qui ont levé la main, qui n'ont pas compris. Je ne travaille pas à Radio France. Non.
Oui, je voulais savoir si vous avez exploré parce que pour moi, l'immersif, ce qu'on appelle l'immersif, mais je ne parle pas du son uniquement d'une manière générale. Au début, on en parlait comme quelque chose qui était issu du jeu vidéo et un mélange du jeu vidéo et du cinéma qui allait créer quelque chose d'autre. Et on s'en rapproche, on est un peu déjà dedans. Et justement, immersif, moi, il y a plusieurs choses parce que le rapport au spectacle, le rapport à ce qu'on entend, je pense que ça a toujours été frontal. Les cinémas sont frontaux, le cinéma est frontal, le théâtre est frontal, excusez-moi. Par contre, maintenant, avec l'immersif, on est amené à rentrer dedans, se rapprocher de la scène, être au milieu de la scène, ça c'est une première chose. Et on l'entend bien en binaural. Et je voulais savoir si vous aviez exploré des pistes par rapport à l'interactivité, parce que le jeu vidéo, c'est l'interactivité. Je suis immergé et je vais où je veux, et j'accède à une scène ou à une autre. Donc, IA, est-ce qu'il y a aussi des projets par rapport à l'IA de scénario interactif? Tout ça pour être vraiment dans les nouvelles technologies et aller plus loin que juste une sensation d'immersion sonore, je dirais. Est-ce vraiment une seule question? C'est très large. À vous. Ça va être, oui, on va essayer d'y répondre, mais il y a beaucoup de questions dans votre question. Juste l'interactivité. L'interactivité, oui, évidemment, elle participe bien sûr à l'immersion. L'immersion, c'est être plongé dans l'histoire. Donc évidemment, si on est acteur de l'histoire, l'immersion est sans doute d'autant plus forte. Donc c'est des choses qu'on a essayé d'explorer un petit peu, mais de notre côté, de broadcaster, de raconter des histoires audio pour la radio. Et donc on a fait quelques productions. Hervé avait mené un travail plutôt documentaire autour des gilets jaunes, où l'interactivité nous permettait à l'auditeur de choisir un point d'écoute par séquence. Soit on pouvait être avec les forces de l'ordre ou avec un manifestant. Choisissez. Avec un casseur ou un pharmacien qui s'est fait péter sa vitrine. Voilà. Et donc on pouvait comme ça rentrer un petit peu au cœur de la manif et avoir un degré de choix. On a fait aussi, dans le domaine de la fiction, de production dans lesquelles il y a un degré d'interactivité où on peut choisir d'être un personnage ou un autre. Vivre une scène, voilà. Donc une production qui s'appelle Les Hauts Plateaux de Xanadu. Et oui, également. Mais là, c'était avec Image, je vais en parler après. Et donc, il y avait... donc voilà, donc on pouvait choisir, mais séquence par séquence. Donc l'interactivité, si tu veux, n'était pas totalement fluide. On ne peut pas choisir d'aller rentrer dans une pièce, par exemple, et assister à quelque chose qui est en train de se passer. Voilà, parce qu'on essayait aussi de rester dans des modes de diffusion plausibles pour nous. Et donc, pas faire une sorte de jeu vidéo avec vraiment travailler. Parce qu'on aurait pu faire ce choix de travailler dans un moteur de jeu vidéo et de raconter une histoire et on se promène dedans. C'est pas ce qu'on a fait, parce qu'on a essayé de rester sur des modalités qu'on peut amener dès aujourd'hui jusqu'à notre public, ce qui limitait énormément un peu les possibilités. Voilà, c'est quand même des choses qu'on a un peu explorées. Et donc, Hervé a raison de préciser qu'on avait fait avec une société de production qui s'appelle la Générale de Production, un projet qui s'appelle Tantale, un film dont vous êtes le héros et où il y avait des phases de choix où on incarnait le personnage principal qui devait faire des choix. Et donc ces séquences-là, on les mixait en binaural pour renforcer le côté introspection, égocentrisme au moment du choix. Et le public, il a été diffusé à la Maison de la Radio au Studio 104, et le public de 800 personnes avait sur son téléphone la possibilité de voter. Il y avait des moments de pause dans le film. Effectivement, du côté, de ce point de vue-là, il y avait un côté interactif. Je ne sais plus si Blind Legend était en binaural, le jeu que... Oui. Voilà. Ouais. Et on avait fait un jeu vidéo uniquement basé sur le son, il y a cela 10 ans. Sans image, ouais. Un jeu qui était téléchargeable sur smartphone, qui doit tourner encore peut-être sur PC, parce qu'il n'a pas été mis à jour. Mais en tout cas, on devait résoudre des énigmes juste en se basant sur le son et effectivement, en rentrant dans les pièces, en choisissant des lieux, etc. J'espère avoir répondu à une partie des questions. On avait une autre question là-bas. Merci. Bonjour, merci déjà pour cette table ronde. Moi, je me permets d'intervenir. Je voulais rebondir. En fait, on disait tout à l'heure que le son est souvent le parent pauvre ou la 5e roue du carrosse sur l'immersion. Parce que quand on parle d'immersion, on parle beaucoup d'immersion visuelle.
Je suis 100% d'accord avec ce constat-là. Je me permets de partager une info. Moi, j'ai monté le projet Sonorium, qui à la base organise des sessions d'écoute d'albums, donc une activité vraiment musicale grand public. Et on travaille actuellement sur le projet de créer une salle d'immersion sonore et musicale à Paris, donc gros projet. On travaille dessus, mais l'idée, c'est justement d'offrir un espace dédié à l'immersion sonore, et pas forcément visuelle, ou très peu, en tout cas vraiment centré sur le son, et qui soit une salle de création, d'expérimentation, de formation, mais surtout de diffusion, parce que je rebondis aussi sur ce que vous disiez tout à l'heure. Je pense que l'un des enjeux sur le son immersif, il y a effectivement beaucoup de technologies, beaucoup de savoir-faire qui se développent, mais la diffusion est encore assez limitée. On parlait tout à l'heure du fait que oui, les gens sont bien équipés en casque et on peut écouter du très bon binaural au casque, mais déjà, tout le monde n'écoute pas sur un très bon casque, il y a beaucoup d'écouteurs de moyenne qualité. Et puis surtout, moi je trouve que l'écoute, la vraie restitution du son immersif avec des enceintes tout autour, qui est une écoute beaucoup plus naturelle qu'en fait une restitution au casque ou aux écouteurs, elle est très forte, elle est très peu habituelle pour le grand public. Et donc voilà, je voulais partager, selon moi, cet enjeu de pouvoir faire vivre en fait cette expérience au grand public. Et c'est un énorme potentiel en fait, avec des choses totalement nouvelles à sentir, à ressentir du côté du public. Voilà. Donc, c'était pas vraiment une question. Non, c'était pour partager cette réflexion, mais je rebondis du coup sur ce qui a été dit tout à l'heure. Effectivement, il y a un sujet qu'on n'a pas trop développé, c'est l'écoute live. On a parlé d'écoute collective, notamment que ça, pour les enfants, ça a apporté autre chose. Hervé, ici présent, a travaillé avec beaucoup d'artistes et régulièrement avec les équipes de Radio France sur Paris et notamment cette année, mais c'était le cas aussi l'année dernière, partent en tournée avec des programmes plutôt électro pour que les gens vivent des expériences collectives immersives. On appelle ça les Live 360 FIP. C'est pas moi qui devrais raconter tout ça, mais c'est moi qui raconte tout ça. Et qui sont effectivement des expériences qui fonctionnent très très bien, qui restent pour certaines d'entre elles associées des fois à de l'image, mais c'est plus pour la mise en comment soit raconter quelque chose de plus, parce que la musique raconte quelque chose, mais le fait de projeter des images, de les faire vivre avec le son, ça crée une expérience particulière. Et je sens qu'Hervé va prendre la parole, il va prendre le relais sur ce que je dis, et qu'il n'hésite pas à le faire à n'importe quel moment. Mais en tout cas, on l'a fait déjà 2 fois avec 2 artistes. Enfin, la deuxième fois, malheureusement, n'a pas pu se faire, puisque la Gaîté Lyrique a été fermée le jour même où on a dû le faire. Mais elle est réouverte, donc on compte bien pouvoir faire cette opération avec Cécile de Laurentiis. Hervé, c'est vrai que ces moments collectifs sont une des expressions du son immersif. Oui, et bravo de l'initiative de Sonorium, parce que c'est aujourd'hui très important qu'on ait des lieux. Il manque dans notre pays des lieux d'écoute prééquipés, parce que ça fait grandement chuter les factures de diffusion. Parce que se promener avec des haut-parleurs dans un camion, ça coûte très cher. Les installer, les démonter, ça coûte très très cher. Donc on est bien d'accord sur le constat et tout le monde est d'accord sur ce constat. Donc il faut maintenant qu'on se retrousse les manches sur ce sujet. Et c'est pas une petite affaire, parce que le fait d'écouter du son ensemble, du son immersif, déjà, ça change le rapport à la scène. En tout cas, sur les films 360, on s'est aperçu que... Et ça s'est fait de manière totalement au fil de l'eau, en fait. On a découvert les codes au fil de l'eau, on n'a rien inventé. C'est au fil des expériences qu'on a découvert la force des choses. Et que l'écoute collective en immersif, c'est quelque chose d'extrêmement intéressant. Le public est ravi, parce que sur haut-parleur, effectivement, on peut partager des expériences qui sont extrêmement intéressantes. Radio France, et je remercie cette belle entreprise de nous donner l'opportunité de continuer à travailler sur ces formes d'écriture où on réfléchit l'espace à la fois sur un album, où on va travailler l'espace de manière très écrite, comme une partition, en fait. On va vraiment déterminer les choses et les reproduire à l'identique, à l'infini. Mais en même temps, la musique a toujours été entre 2 univers, et essentiellement l'univers de l'improvisation. Et donc on a pu travailler des outils à Radio France, on a développé des outils à Radio France qui aujourd'hui, je m'en félicite, sont repris par nos partenaires industriels, qui permettent de travailler les mouvements des sons dans l'espace ou la spatialisation en temps réel, et au fil du délire d'un musicien, de son inspiration du moment et de celui ou de celle qui spatialise également. Donc effectivement, c'est pas un petit sujet, et en plus on s'est aperçu collectivement le rapport à la scène et le fait d'écouter ensemble avec des haut-parleurs tout autour. On met en scène vraiment les haut-parleurs par un éclairage, parce que quelque part ils symbolisent un peu les totems, et que l'être humain garde
garde ce qu'il a de son histoire, sur le côté tribal et tribu. Et la musique électronique, c'est pas une petite affaire dans le domaine de la tribalité, parce qu'il y a le phénomène de trance qui intervient avec la puissance du son et la pulsation. Et le fait d'être tous ensemble au sein de ces haut-parleurs qui représentent un peu les totems au milieu duquel se regroupe la tribu, déjà rien que ça, sur le plan émotionnel, c'est pas une petite affaire. Donc effectivement, ce sont des expériences qui pour nous fonctionnent très très bien. Les FIT 360, aujourd'hui, ça continue parce qu'on s'aperçoit que ça plaît et que ça marche. Maintenant, j'aimerais bien que le pays soit de plus en plus équipé pour que cette expérience devienne quelque chose de commun et que ce soit une nouvelle forme de concert qui se développe à grande échelle. Merci. Concert et diffusion, parce que c'est ce que vous faites à Sonorium, donc des diffusions de contenu. Et en effet, c'est très important, cette notion d'écoute collective. Et ce son immersif, en fait, il nous permet d'adresser directement à tous les modes de diffusion. Donc, les deux grands opposés, ça va être l'écoute égocentrique au casque, qui a quelque chose de très intimiste, avec une entrée dans la sphère d'intimité, et jusqu'à cette écoute collective où on se déplace dans un lieu pour écouter collectivement un contenu sonore, qui soit musical, fiction, docu, etc. Et donc, ça pose une question. Et Pascal, quand tu disais, est-ce qu'il y a des choses qui ne marchent pas en son immersif, je pensais à une chose. Justement, on essaye d'adresser à tous ces formats de diffusion, depuis le casque jusqu'à l'écoute collective. Est-ce vraiment possible? Des fois, je me pose un peu la question. Parfois, l'écoute binaurale permet justement une entrée dans la sphère d'intimité. C'est une écoute égocentrique où chaque auditeur est au centre de l'image sonore, et donc on peut venir lui parler à l'oreille. Reproduire ça dans une salle pour tout le monde, est-ce que c'est totalement possible? Et ça, j'en suis pas totalement... je sais pas. Voilà, je me pose un peu la question. Et donc, le fait d'avoir des lieux dans lesquels on peut réaliser des écoutes qui soient un peu plus démocratisées, avec Radio France, on fait des écoutes. Il y a les concerts FIP 360, il y a aussi des séances de cinéma sonore de façon sporadique qui interviennent dans des lieux, pas de façon très régulière malheureusement. Et à chaque fois, c'est l'occasion de réfléchir aux modalités d'écriture. Et comment est-ce que je peux écrire ma production pour que je m'adresse aussi bien au casque et à l'écoute au parleur. Et est-ce qu'on sait dire aujourd'hui, ça non, on ne le fait pas parce qu'on ne racontera plus la même histoire sur un format ou sur l'autre. Ça, c'est une histoire qu'on doit tous construire collectivement. Voilà, des gens qui fabriquent les contenus jusqu'à ceux qui les reçoivent, jusqu'aux auditeurs. Et c'est vraiment le work in progress, c'est ce qui est en train de se construire. Bravo. Une question de ce côté-ci, qui est une question. Bonjour. Alors déjà, je suis étudiant en sound design et j'ai eu Fanny comme professeur. Donc, bonjour Fanny. Merci, nous rendons l'antenne. Non, c'est bon. Non mais à un moment, il y a le fait, quelque chose a été évoqué, le fait qu'il n'y a pas forcément beaucoup de réalisateurs ou réalisatrices qui ont des connaissances en son immersif. Et de mon côté, c'est quelque chose qui m'intéresse énormément. Je suis en train de faire un podcast avec des amis et j'utilise justement du son immersif. Est-ce que c'est quelque chose est-ce qu'il y a une demande? Est-ce que c'est quelque chose qui est recherché des techniciens qui ont des connaissances en son immersif? Est-ce qu'il y a une demande dans le monde professionnel par rapport à ça? Voilà, pour avoir une idée un peu plus précise. Est-ce qu'un technicien doit savoir faire du son immersif aujourd'hui pour être bankable, entre guillemets? C'est pas ça, c'est plutôt est-ce qu'il y a une recherche de profil de gens qui ont des connaissances en son immersif? Est-ce qu'il y a des demandes par rapport à ça? Je peux répondre par rapport à mon ami ingénieur du son. Ouais. Il aura beaucoup participé au débat. Lui, il me disait que justement, il s'est formé il y a quelques années sur le sujet parce qu'il y avait une vraie demande et qu'il n'avait pas les compétences parce que c'était tout neuf et que vraiment, c'était visiblement quelque chose de vraiment demandé et vraiment recherché et que je pense exactement comme vous disiez tout à l'heure, il y a aussi pas mal de gens dans le secteur qui sont encore réticents sur le sujet et donc ceux qui sont motivés, c'est une vraie plus-value visiblement. Merci beaucoup.
Et on peut peut-être... les gens sont réticents à cause du coût que ça peut impliquer de s'équiper pour le faire, mais comme on le disait tout à l'heure, notamment en musique, sur une plateforme dont le logo est une pomme un peu croquée. Aujourd'hui, en tant que musicien et artiste, on est mieux rétribué si on livre, en plus de la stéréo, un mixage en Dolby Atmos. Donc naturellement, il y a une demande qui se fait. Donc oui, il y a une demande. Ça explose pas, hein, mais dans les écoles, c'est enseigné. On a parlé du partenariat aussi, qui a vu les différents candidats exprimer des choses au moment de longueur d'onde. Il se passe quelque chose d'assez fort qui ne s'était pas passé depuis des années sur le son. Donc oui, il y a une demande. Dans le domaine commercial, il y a même des endroits où c'est obligatoire. C'est pas juste une histoire, vous serez mieux payé si vous avez aussi le fichier en Atmos, mais vous voulez être l'ingénieur son qui travaille dessus, vous nous faites le fichier Atmos, sinon ce ne sera pas vous. Il n'y a plus qu'à. Est-ce qu'il y a une différence entre... c'est quoi la différence entre un fichier Atmos et un fichier binaural? Un fichier Atmos, c'est adapté à n'importe quel système avec des enceintes, et binaural, c'est... Non, mais c'est une très bonne question. Question technique, mais très bonne question. Différence entre binaural et Atmos, enfin les deux fichiers. Le fichier, ouais. Le fichier Atmos est un format industriel de ce qu'on appelle le mode de production et de distribution orienté objet. C'est-à-dire que dans ce fichier-là, vous avez un certain nombre de pistes qui peuvent aller jusqu'à 128 et toutes les données qui vont permettre de reconstituer la scène. C'est pour ça qu'avec ce fichier-là, vous pouvez écouter en stéréo, en binaural, en 5.1, enfin bref, dans un grand nombre de formats, parce qu'il est justement orienté objet et que le mixage se fait chez vous, en fait, selon les données qu'on a mis à la production. C'est ça le concept. Le fichier qu'on va qualifier de binaural, s'il est purement binaural finalisé, c'est un fichier stéréo, c'est-à-dire qu'il y a deux canaux, un pour la gauche et un pour la droite, sur lequel il y a eu ce traitement ou cet enregistrement binaural natif ou ce traitement de synthèse qui vous permet d'écouter avec un casque et d'avoir un son immersif au casque. Par contre, ce fichier-là, vous ne pourrez l'écouter, enfin vous l'écoutez sur des haut-parleurs, mais la partie binaurale ne fonctionnera qu'avec un casque. Enfin, la perception binaurale, vous ne l'aurez qu'avec un casque. Okay, merci. Et dernière question, peut-être un peu technique, désolé. Atmos et Ambisonic, c'est la même chose? Non, non, du tout. Bon, bah, je vais peut-être pas. Atmos, c'est le nom industriel, c'est la marque de distribution de ces fichiers orientés objets de cette firme américaine. Mais vous avez vous avez des équivalents en Europe avec ce qu'on appelle le MPEG et d'autres solutions qui sont en train d'arriver. Bref, c'est le nom de la distribution industrielle de l'orienté objet qui est aujourd'hui la plus populaire parce que vous l'avez chez Apple, chez Amazon, enfin bon bref, c'est un des formats les plus distribués aujourd'hui. Ok, merci. L'orienté objet, effectivement, on en a parlé un petit peu pendant, mais on n'a pas, et c'est ma faute, on n'a pas appuyé dessus. Peut-être juste préciser, comme tu viens de le faire un petit peu plus, Hervé, la notion, effectivement, qu'est-ce que ça permet et quelle est la différence par rapport à livrer un 5.1. C'est ce que disait Frédéric, c'est-à-dire que la promesse, c'est qu'à partir du... Et ça, c'est un truc dont on rêvait dans la distribution et pour la musique et pour le broadcast, c'est de pouvoir adapter au mieux à la consommation, c'est-à-dire au mode d'usage. Et l'orienté objet, comme je le disais, c'est on envoie toutes les pistes et le mixage se fait chez vous, en fait, puisqu'on a tous des processeurs dans notre télé, dans notre box, bref, dans notre enceinte connectée, et ainsi de suite. Et donc, à partir de ce processeur et un logiciel, là, on parlait de l'Atmos, c'est une partie logicielle, on va reconstituer le mixage, et le mixage va être optimisé. C'est-à-dire qu'avec ce genre d'outil, on sait que vous écoutez au casque et que vous voulez écouter en binaural. Donc, on va prendre les pistes et on va les spatialiser par de la synthèse et on va appliquer ces fameux filtres qui vont vous faire croire que si on détecte que vous êtes connecté avec un 5.1, et bien là c'est pareil, le moteur de rendu va faire le mixage pour du 5.1, mais en tenant compte à la fois des positions des sons dans l'espace, des éventuels mouvements, mais également des intentions de la production. L'idée étant de rester au plus proche, c'est ce dont parlait Frédéric, de rester au plus proche de l'intention de la production. C'est d'essayer de donner ce qu'a voulu exprimer la production par ce format. Et ça, c'est une vraie promesse qu'on attendait depuis très très longtemps. Le cinéma a toujours bénéficié d'une chose qu'on n'a pas nous dans le domaine ni de la musique, de la distribution musicale
ou dans le domaine des médias, que ce soit télé ou même radio, c'est que le cinéma, il est ce qu'on appelle une chaîne en end-to-end, c'est-à-dire qu'il maîtrise de son point de départ, de production, à sa distribution. Il maîtrise la qualité dans les salles, enfin, pas totalement, mais il en maîtrise une grande part. Et donc, on sait que et l'image et le son, on connaît les attendus et on va maîtriser le résultat, que ce soit dans une salle au Japon ou aux États-Unis ou en France. Et ça, c'est quelque chose dont on ne bénéficie pas dans la distribution musicale ou dans la distribution radio. Et le mode orienté-objet est en train de changer la donne. Donc on livre toutes les pistes avec des données associées pour qu'en fonction du mode d'écoute, le mixage soit le plus adapté. En vulgarisant, en résumant simplement, oui, c'est ça. Non, mais juste oui, pour conclure, ça a été très bien sûr. dit. Juste, je précise qu'effectivement, c'est comme ça. Ouais. Je faisais mon côté intelligence artificielle, paf, copilot. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui, bonjour. Bonjour. Donc la question serait sur les connaissances d'études scientifiques ou d'enquêtes qui auraient déjà été menées sur l'immersion sonore, sur les effets émotionnels ou la charge cognitive des utilisateurs. Est-ce qu'il y a déjà des choses qui ont été faites là-dessus ? Là, il faudrait poser la question, je pense, soit à l'IRCAM ou dans le domaine médical. Non, mais il y en a sûrement. Après, on sait que c'est nous d'expérience, on sait que écouter une scène en binaural au casque, c'est plus... on retrouve l'acuité qu'on a dans la vie de tous les jours. C'est-à-dire quand vous êtes dans un bar très bruyant, vous avez la capacité d'aller chercher des bribes de conversation. Ça, c'est votre écoute binaurale qui vous le permet. Et par cette reproduction du binaural, on peut retrouver, et l'immersif nous donne accès à ça. Est-ce que maintenant c'est moins fatigant ? Ça, j'en sais rien. Là, faudrait demander à... C'est dans le domaine de la médecine, de la recherche médicale. On peut peut-être parler d'une chose qu'on constate, c'est qu'entre le travail en stéréo RV, en musique notamment, et le travail sur un système immersif, tu parlais des plans, des phénomènes de masquage dans ton exemple, mais il y a aussi un travail moins fatigant, ou en tout cas plus clair, où on utilise tout l'espace. C'est-à-dire que la différence de la stéréo, où on réduit, c'est l'image qu'on s'amuse à donner avec Frédéric quand on explique ça, c'est on fait rentrer quand même un univers dans une boîte à chaussures, quoi. C'est un peu ça la stéréo, sur le plan spatial. Et si je résume, c'est une image, c'est les deux politiques, par exemple, c'est la mono, c'est le pire, c'est les haut-parleurs de la télévision. Et vous avez deux politiciens qui se parlent l'un sur l'autre et on n'entend rien. Si je vous reproduis la scène en stéréo, vous allez déjà mieux entendre. Mais si en plus ils sont à 3-4 à parler ensemble et qu'on reproduit ça avec des haut-parleurs en immersif ou au binaural, vous aurez la même capacité que le journaliste qui est au milieu de ce brouhaha, qui néanmoins, lui, peut continuer à suivre et faire ses courses dans la discussion. Donc effectivement, on a une acuité qui est bien plus grande. Et après, nous, au niveau de la production, au niveau de la musique, et Frédéric, je pense que c'est pareil sur les fictions, notre charge de travail au mixage, elle a complètement changé en fait. Avant, on passait notre temps à traiter ce qu'on appelle gérer des traitements dynamiques, des traitements de filtrage pour faire entrer tout le monde dans la boîte à chaussures, surtout si la composition musicale n'a pas été optimisée, c'est-à-dire que l'orchestration, les arrangements ne sont pas optimaux, il y a des choses qui sont les unes sur les autres. En immersif, on va passer son temps à aménager l'espace et on n'est plus du tout à faire rentrer dans la boîte à chaussures, on est au contraire à comment on expose le sujet dans la diversité spatiale dont on dispose, enfin dans l'espace dont on dispose. Et avec un micro ambisonique, parce que je crois que ambisonique, la question a été posée, on peut zoomer, on peut aller chercher des choses précises. Alors l'ambisonie est un format de restitution du son, enfin de captation et de distribution et de traitement du son, qui a effectivement par rapport aux autres formats cet avantage, c'est qu'on peut aller chercher des parties de l'énergie, puisque en fait on prend ce qu'on appelle le champ sonore en un point et on le subdivise, on a un point de référence et on le subdivise dans ce qu'on appelle les harmoniques spatiales. Plus elles sont nombreuses, plus la qualité de reproduction va être grande et plus on va pouvoir aller zoomer sur des parties de l'énergie de cette onde en un point. Donc effectivement, ça c'est un format de restitution assez magique pour ce genre de choses. C'est pour dire qu'on n'a pas lu encore les études. Non, on n'a pas lu les études. Je ne sais même pas si elles existent, elles doivent exister. Hein, mais on est parti de la question parce qu'on n'avait pas la réponse. Tout de même, Mathieu Paquier nous avait dit, donc un psychoacousticien, sur des tests de comparaison de rendu stéréo versus binaural, la préférence du grand public va plutôt vers le binaural de façon assez sensible. Le patron France Musique aussi, il l'a dit. Voilà.
Donc ça c'est une étude scientifique, une étude interne. Extrêmement précise. Donc, ça va aussi avec ce qu'on constate. C'est-à-dire que moi, ce que je constate souvent quand on fait des démonstrations, des écoutes, le grand public réagit très positivement, mais moins les professionnels. Et d'où réticence, doute, etc. Et j'ai l'impression, mais alors ça c'est une étude que j'ai menée avec moi-même uniquement, donc voilà. Mais j'ai l'impression que plus les gens sont spécialistes de la captation et de la reproduction de la stéréophonie, moins ils sont sensibles au binaural. Plus ils vont y trouver des défauts en permanence. Voilà. Et pourquoi ? Une fois de plus, c'est mon analyse à moi, donc ça vaut ce que ça vaut. J'ai l'impression qu'un preneur de son, notamment, c'est très sensible dans le milieu de la musique classique, où là on est extrêmement sensible à la reproduction des timbres des instruments. Un ingénieur du son ou un directeur artistique très spécialiste de ça, dès qu'il va entendre les fameux filtrages du binaural, il va pas entendre, son cerveau, il est tellement spécialiste que son cerveau ne va pas se laisser berner, en fait. Il ne va pas ressentir l'illusion sonore qu'on essaye de lui faire vivre. Il va juste entendre un filtrage fréquentiel égal défaut. Voilà. Alors que le grand public va plus facilement se laisser emporter. Et, voilà. Nous repartons pour 1 heure sur l'illusion sonore. Vous êtes prêts ? Une dernière question ? Une dernière question. Nous avons le droit à une dernière question. Qui veut avoir cette chance ? Monsieur, vous avez cette chance. Attention, vous avez la pression. Non, elle est pas tiroir. Elle est un petit peu dans la suite. Bonjour, je m'appelle Laurent. Moi, je venais de la VR du monde du 360. Et quand on travaillait dans le 360, on se posait beaucoup la question de la présence, de l'acceptation de la présence à l'intérieur d'un environnement, et pour voir comment la personne réagissait psychologiquement dans un environnement qui n'était pas le sien. Là, ici, on a le sentiment qu'on passe par la technique. Est-ce qu'il y a quand même cette prise en compte de l'acceptation du public ou de l'acceptation d'un auditeur dans cet environnement? Qu'est-ce qu'il va faire? Comment il va interagir? Puisque psychologiquement ou physiologiquement, il va y avoir des réponses. À Radio France, on n'a pas fait d'études réellement sur le sujet. On a évalué des choses sur la tournée notamment de molécules qu'on a fait il y a quelques années, où on a fait toute une tournée en immersif. On a quelqu'un qui a travaillé sur un sujet de podcast, a interrogé avant et après chaque concert ceux qui étaient venus, le public, mais également les professionnels, parce que, comme le disait Frédéric par rapport à la stéréo, on est aussi dans le domaine du changement des habitudes chez les professionnels. On sait que ça a un aspect qui n'est pas négligeable. Et au niveau du public, alors sur cette seule expérience, oui, on était convaincus. C'est-à-dire que c'était extrêmement positif, ils avaient vraiment vécu une nouvelle expérience. Et ils avaient totalement accepté la proposition et s'étaient baladés dedans, enfin bon bref. Mais on n'a pas fait d'études approfondies sur ce sujet d'acceptation par l'auditeur. Est-ce que nous répondons un petit peu à la question? C'est vaste. On avait fait juste une évaluation, c'était à l'époque, au tout début, quand on avait monté le site Nouveau Son qui exposait des productions immersives. Avec Orange Lab, on avait fait une étude où il y avait un questionnaire qui interrogeait sur, après l'écoute, à l'issue d'une écoute d'un contenu, l'auditeur pouvait répondre à un questionnaire d'évaluation, enfin, ce qu'il avait perçu, s'il avait vu la différence. Et à 80-85%, les gens avaient entendu la différence et trouvaient ça avaient vécu l'expérience positivement. Voilà. Non. Non. Il n'y a pas de script en rond comme en VR. Non. Non. On pourrait mettre une voix off. Vous en pensez quoi? Vous en pensez quoi? Merci beaucoup à tous les 5, vraiment, pour ces échanges. C'était trop court, la prochaine fois on fera 8 heures. Merci pour votre écoute. Je ne sais pas s'il faut annoncer quelque chose pour la suite. Virginie, je te laisse prendre la main. Et merci infiniment.